3 pays se soudent, mais 40% du Burkina reste disputé. En quelques mois, une alliance annoncée à 98 000 soldats et dotée de blindés promet d'accélérer la réponse, tout en attirant sanctions et isolement. Pour qui suit l'actualité et Ibrahim Traoré, est-ce une route vers la souveraineté sécuritaire ou le début d'un bras de fer qui dépassera vite le Sahel? Derrière cette promesse, la cohésion interne devra survivre aux rivalités, tandis que les groupes EIGS et GSM cherchent déjà de nouveaux axes. Ce récit fait une promesse simple mais exigeante. Comprendre ce que l'Alliance des États du Sahel change réellement, au-delà des annonces et des slogans. Pour le public, l'enjeu est clair. Savoir si cette coalition améliore concrètement la sécurité, la souveraineté et la vie quotidienne, ou si elle prépare des coups différés plus lourds. L'analyse s'appuie uniquement sur des faits observables, résultats militaires initiaux, dynamique politique interne et réactions extérieures. Il ne s'agit pas de célébrer ni de condamner, mais de mesurer, car autour d'Ibrahim Traoré et de ses homologues, une équation délicate se forme, gagner du terrain sur le plan sécuritaire, tout en absorbant sanctions, isolement diplomatique et tensions entre partenaires. Chaque succès tactique crée une attente supplémentaire. Chaque friction interne fragilise l'architecture commune. La question centrale devient alors un test de durabilité. Une alliance née de l'urgence peut-elle se transformer en structure stable, capable de résister au temps, aux pressions géopolitiques et aux adaptations constantes des groupes armés? C'est cette trajectoire, avec ses gains mesurables et ses fragilités, que la suite va décortiquer. La première donnée frappe. En 6 mois, les attaques djihadistes ont reculé d'environ 30% dans plusieurs zones frontalières. La seconde, moins visible, est que cette baisse coïncide avec une centralisation du commandement militaire voulu par Ibrahim Traoré, capable d'agir en moins de 48 heures. Ces deux éléments changent la lecture de la situation. Pendant des années, le Burkina Faso, le Mali et le Niger faisaient face séparément à des groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM, mobiles, transfrontaliers, capables de contourner des armées cloisonnées. Près de 40% du territoire burkinabé échappait encore au contrôle effectif, malgré des opérations répétées et des soutiens extérieurs intermittents. Chaque État avançait avec des moyens limités, dispersés, souvent ralentis par des chaînes décisionnelles longues et incompatibles. La création de l'Alliance des États du Sahel, officialisée en janvier 2025, répond à cette impasse. Elle n'est pas née d'un simple calcul diplomatique, mais d'un constat opérationnel. Lutter seul revenait à perdre du temps, et le temps profitait aux groupes armés. En rompant avec la CEDEAO, les 3 pays ont accepté un coup politique immédiat pour tenter de restaurer une cohérence d'action régionale. Dans ce contexte, la ligne défendue par Ibrahim Traoré repose sur une idée centrale. La souveraineté sécuritaire précède toute stabilisation durable. La baisse mesurée des attaques n'est donc pas présentée comme une victoire finale, mais comme un signal de changement de rythme. Elle suggère que la coordination, plus que la puissance brute, modifie l'équilibre. Cela ouvre la question clé. Ces résultats initiaux traduisent-ils un tournant structurel ou seulement une parenthèse favorable avant l'adaptation des groupes djihadistes et l'épreuve de la politique interne? 2 trajectoires humaines permettent de saisir ce que cette alliance change, au-delà des tableaux de chiffres. Elles servent de repères concrets dans un dispositif encore abstrait pour beaucoup d'observateurs. La première se situe dans la région de la Yaga, au nord-est du Burkina Faso. Une unité mixte burkinabé et malienne y mène une opération conjointe contre un groupe affilié à l'EIGS. Ce qui aurait exigé plusieurs jours de coordination auparavant est exécuté en moins de 24 heures, grâce au centre de commandement unifié. Les rapports internes évoquent une sécurisation temporaire de plusieurs axes ruraux longtemps impraticables. Pour les habitants, l'effet est immédiat. Marchés hebdomadaires rouverts, circulation de petits convois agricoles, reprise de contacts entre villages isolés.
Ce sont des signaux modestes, mais essentiels pour une économie locale fragilisée. Le second cas se déroule près de Gao, au Mali. Une patrouille conjointe maliano-nigérienne identifie en amont un déplacement de combattants du GSIM, grâce au partage de renseignements entre les trois États. L'intervention préventive évite une attaque sur un poste militaire déjà vulnérable. Avant l'Alliance, ce type d'anticipation était rare, chaque armée opérant avec une visibilité réduite et fragmentée. Ces micro-cas révèlent un point commun, la vitesse. La capacité à décider et à agir rapidement devient un multiplicateur d'effets, parfois plus décisif que l'augmentation brute des effectifs ou des équipements. L'Alliance ne transforme pas instantanément le terrain, mais elle modifie la temporalité du conflit. L'idée essentielle est simple. Gagner du temps, c'est déjà sauver du terrain. Le basculement ne commence pas avec une déclaration publique, mais par un choix politique assumé. Le déclencheur est la rupture avec la CEDEAO. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les sanctions répétées et les pressions diplomatiques ont fini par réduire l'espace stratégique à presque rien. Continuer dans ce cadre revenait, selon leurs dirigeants, à accepter une paralysie durable. Le retrait devient alors un acte fondateur, coûteux sur le plan international, mais présenté comme nécessaire pour reprendre l'initiative. Dans les jours qui suivent, une mécanique nouvelle se met en place. Un premier groupe de travail militaire mixte est constitué. Les règles communes pour les patrouilles transfrontalières sont définies en quelques heures, là où les anciens dispositifs régionaux exigeaient des semaines. Un canal unique de renseignement est activé dès la première semaine. Cette décision technique paraît secondaire, mais elle marque une rupture profonde. Pour la première fois, les trois armées partagent des informations en temps quasi réel, sans filtres multiples ni validation politique lente. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette accélération est assumée comme un risque calculé. Un moment décisif survient en mars 2025. Un convoi djihadiste se déplace entre le nord du Burkina Faso et le centre du Mali. Avant l'Alliance, une telle manœuvre aurait exploité les lenteurs administratives et les frontières poreuses. Cette fois, le renseignement nigérien intercepte une communication. Le Burkina Faso mobilise une unité mécanisée. Le Mali engage un détachement léger. Les trois composantes convergent en moins de 36 heures, coordonnées par le centre de commandement unifié. L'opération empêche l'installation d'une base temporaire qui aurait servi de plateforme à plusieurs attaques. Pour les observateurs régionaux, c'est la première démonstration tangible de la montée en puissance de l'Alliance. Les répliques ne tardent pas. Sur le terrain, plusieurs routes rurales jusque-là impraticables sont rouvertes. Les déplacements internes au Burkina Faso diminuent d'environ 20% dans certaines zones stabilisées. Les attaques reculent de 15% dans des secteurs sensibles. Ces résultats alimentent un sentiment de regain de contrôle, fragile mais perceptible, chez les populations locales et les forces de sécurité. Parallèlement, les secousses politiques s'intensifient. Les chancelleries occidentales multiplient les critiques et renforcent les sanctions. À l'intérieur de l'Alliance, des frictions apparaissent. Le Mali conteste certaines répartitions logistiques. Le Niger s'interroge sur l'équilibre du commandement, perçu comme dominé par Ouagadougou. Ibrahim Traoré assume ce rôle central, mais cette position nourrit autant l'adhésion que la méfiance. La séquence est donc complète. Déclenchement politique, succès opérationnel rapide, puis apparition de tensions internes et externes. L'Alliance gagne en efficacité, mais chaque avancée crée une nouvelle ligne de fracture. Le mouvement est ascendant, mais instable, suspendu à une question clé. Cette dynamique peut-elle se maintenir sans que les secousses ne fissurent la structure commune? Au départ, un constat s'impose. Avant l'Alliance, les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali subissaient un niveau d'attaques djihadistes stable depuis près de 3 ans. 6 mois après la mise en œuvre du commandement unifié, ces attaques ont reculé d'environ 30%.
Cette variation ne traduit pas une disparition de la menace, mais un changement mesurable de rythme opérationnel, directement lié à la coordination voulue par Ibrahim Traoré et ses partenaires. Le premier indicateur concerne la violence armée. La baisse d'environ 30% observée dans plusieurs zones frontalières signifie que les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM rencontrent davantage d'obstacles pour se déplacer, se regrouper et lancer des offensives coordonnées. Avant l'Alliance, les opérations transfrontalières étaient lentes, fragmentées et souvent désynchronisées. Désormais, les unités peuvent être projetées plus rapidement, ce qui perturbe les cycles d'attaque et oblige les groupes armés à adopter des stratégies plus dispersées. Cette contrainte réduit temporairement leur capacité de nuisance, sans toutefois l'annuler. Le deuxième indicateur touche au déplacement interne de population. Dans les zones burkinabées considérées comme partiellement stabilisées, les déplacements forcés ont diminué d'environ 20%. Ce chiffre est significatif, car il reflète une perception de sécurité, même limitée. Pour les habitants, cela signifie la possibilité de retenter un retour vers des villages abandonnés, de reprendre des activités agricoles saisonnières ou de réactiver des échanges locaux. Cette évolution reste prudente et réversible, mais elle indique que les effets militaires commencent à produire des conséquences sociales tangibles. Le troisième marqueur porte sur l'intensité globale de la violence dans certaines régions contrôlées par l'Alliance, avec une baisse estimée à environ 15%. Ce recul, plus modéré, suggère que si les opérations conjointes perturbent les routes logistiques des groupes djihadistes, ces derniers conservent une capacité d'adaptation élevée. Ils se déplacent, fragmentent leurs unités et testent de nouveaux axes moins surveillés. Autrement dit, l'Alliance réduit la pression immédiate, mais ne supprime pas la dynamique conflictuelle. Au-delà de ces trois chiffres, un élément transversal mérite attention, la réactivité. Les armées des trois pays peuvent désormais redéployer des unités mécanisées en moins de 48 heures, un délai rarement atteint auparavant. Le partage d'informations, longtemps entravé par la méfiance ou l'incompatibilité technique, devient quotidien. Un canal unique agrège observations aériennes, interceptions radio et rapports de terrain, ce qui améliore la synchronisation et limite les erreurs d'appréciation. Ces preuves quantitatives ont toutefois des limites. Elles couvrent des saisons spécifiques et une période courte. Elles ne garantissent ni une stabilisation durable, ni une victoire stratégique. Les groupes armés ont déjà montré leur capacité à attendre, contourner et revenir. De plus, l'efficacité militaire dépend fortement de la continuité politique et logistique de l'Alliance, encore fragile. La lecture qui s'impose est donc nuancée. Les chiffres confirment une amélioration réelle par rapport à la situation antérieure. Mais cette amélioration reste conditionnelle. Elle repose moins sur la puissance brute que sur la cohésion et la constance de la coordination. La question devient alors centrale. Ces gains mesurables peuvent-ils être consolidés ou s'éroderont-ils dès que la pression interne et externe s'accentuera? Pour évaluer l'alliance des États. Du Sahel, il faut présenter les arguments opposés dans leur forme la plus solide, sans caricature. Deux lectures s'affrontent, chacune appuyée sur des éléments réels. Le premier camp, favorable à l'alliance, avance un raisonnement opérationnel. Selon lui, aucune structure régionale précédente n'a permis de contenir durablement la montée des groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM. Les cadres multilatéraux antérieurs étaient jugés trop lents, trop dépendants de partenaires extérieurs et incapables de s'adapter à une menace mobile. Dans cette perspective, la centralisation du commandement, le partage du renseignement et l'intégration des capacités militaires constituent enfin une réponse cohérente à un effondrement sécuritaire prolongé. Les partisans soulignent que la baisse d'environ 30% des attaques frontalières en 6 mois n'est pas un détail statistique, mais un signal de rupture. Pour eux, l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré et ses homologues traduit une volonté politique rare dans la région.
accepter des coûts diplomatiques immédiats pour restaurer une autonomie stratégique à long terme. Le second camp formule des inquiétudes tout aussi structurées. Il redoute que l'Alliance ne masque des divergences profondes entre ses membres. La répartition du pouvoir, les priorités de déploiement et les capacités logistiques restent inégales. Le poids militaire du Burkina Faso, plus important, alimente la crainte d'un déséquilibre durable au sein du commandement. À cela s'ajoute la dépendance croissante envers des partenaires extérieurs non occidentaux. Pour les critiques, le soutien russe, chinois et turc offre des marges de manœuvre à court terme, mais risque d'accroître la vulnérabilité économique et diplomatique des trois États. Il rappelle aussi que malgré les succès initiaux, les groupes armés conservent des zones d'influence capables de relancer des offensives au moindre relâchement. La réponse la plus robuste ne consiste pas à trancher idéologiquement, mais à confronter ces lectures aux faits observables. Oui, l'Alliance produit des résultats tactiques mesurables, mais ces résultats reposent sur une cohésion encore en construction. L'efficacité militaire existe, la solidité politique reste à démontrer. Le point de convergence est clair. L'Alliance des États du Sahel est moins jugée sur sa puissance que sur sa capacité à durer. C'est sur ce terrain, plus que sur celui des chiffres bruts, que se jouera son avenir. Un élément décisif apparaît. Il ne vient pas d'un revers militaire, mais d'une tension interne qui s'installe au cœur même de l'Alliance des États du Sahel. Au moment où les opérations conjointes gagnent en efficacité, les désaccords politiques deviennent plus visibles. Le paradoxe est net. Plus la structure militaire se renforce, plus la question de la gouvernance devient sensible. Cette dynamique change la lecture des succès initiaux. Jusqu'ici, la baisse mesurée des attaques et l'accélération des interventions donnaient l'image d'une trajectoire ascendante. Mais lorsque le Mali conteste certaines répartitions logistiques et que le Niger interroge l'équilibre du commandement, la coalition révèle sa zone de vulnérabilité. Le Burkina Faso, porté par le rôle central assumé par Ibrahim Traoré, apparaît à la fois comme le moteur et le point de friction de l'ensemble. Ce basculement est décisif, car il déplace l'enjeu principal. La question n'est plus seulement de savoir si l'Alliance peut frapper vite et fort, mais si elle peut absorber ses propres divergences sans se fragmenter. La structure militaire répond avec rapidité. L'architecture politique, elle, avance plus lentement. À partir de ce point, l'avenir de l'Alliance dépend moins des groupes armés que de sa capacité à maintenir une cohésion interne durable. C'est cette tension, invisible au premier regard, qui redéfinit toute la suite de la trajectoire. Les effets de l'Alliance des États du Sahel ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déclinent selon 4 groupes distincts, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours, impulsée en grande partie par les choix politiques et militaires portés par Ibrahim Traoré. Pour les populations civiles, l'impact le plus visible est un répit relatif. Dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso, la baisse d'environ 30% des attaques frontalières se traduit par des changements très concrets. Réouverture de marchés hebdomadaires, reprise de déplacements courts entre villages et diminution estimée à 20% des déplacements internes forcés. Ces signaux restent fragiles et localisés, mais ils modifient la perception quotidienne de la sécurité. Les habitants ne parlent pas de stabilisation durable, plutôt d'une fenêtre de respiration, suffisante pour tenter de reconstruire des routines interrompues depuis des mois. Dans les zones Goshiko, encore contestées, en revanche, la vigilance demeure permanente, car les groupes X et GSI conservent des capacités de nuisance. Pour les acteurs économiques locaux, les conséquences sont ambivalentes. La sécurisation partielle de certains axes logistiques permet à de petites exploitations agricoles et à des circuits commerciaux informels de reprendre une activité minimale. Les revenus repartent légèrement à la hausse dans les zones concernées. Mais cet effet positif est contrebalancé par l'isolement diplomatique et les sanctions occidentales, qui freinent l'accès aux financements extérieurs
et renchérissent les coûts d'importation. La dépendance accrue envers des partenaires non occidentaux crée aussi une incertitude structurelle sur la durabilité des investissements. Pour les appareils d'État, l'Alliance offre un gain immédiat en réactivité. La centralisation du commandement renforce la capacité de décision et améliore la coordination interarmée. Les officiers saluent la rapidité nouvelle des opérations conjointes. Toutefois, cette montée en puissance génère des tensions internes. Le Burkina Faso, disposant du contingent le plus important, pèse davantage dans les arbitrages stratégiques. Le Mali et le Niger expriment parfois des réserves, estimant que l'équilibre du commandement penche trop vers Ouagadougou. À l'échelle régionale et internationale, enfin, l'Alliance redessine l'architecture sécuritaire du Sahel. Elle crée un pôle militaire plus autonome, observé avec prudence par les États voisins. Sur le plan global, la polarisation s'accentue. Sanctions et pressions occidentales d'un côté, soutien renforcé de la Russie, de la Chine et de la Turquie de l'autre. Cette reconfiguration augmente les marges de manœuvre, mais expose aussi la région à de nouvelles vulnérabilités géopolitiques. Ces conséquences montrent une réalité claire. L'Alliance produit des effets tangibles, mais inégaux et encore réversibles. Leur consolidation dépendra moins des succès militaires que de la capacité politique à maintenir un équilibre interne et externe. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles reposent sur des dynamiques déjà visibles. Cohésion interne, pression extérieure, capacité d'adaptation des groupes armés et endurance logistique de l'Alliance. Rien n'est figé, mais les lignes de force permettent d'anticiper des évolutions contrastées. Dans la trajectoire la plus probable, l'Alliance maintient une efficacité militaire relative. Les opérations conjointes se poursuivent, la baisse de la violence reste modérée mais stable, et les tensions internes ne dégénèrent pas. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent un compromis imparfait sur la répartition des moyens et des zones de priorité, évitant que les divergences ne paralysent le commandement unifié. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact économique est partiellement compensé par les partenariats existants. Le terrain demeure fragmenté. Cependant, l'Alliance conserve un avantage opérationnel suffisant pour empêcher une dégradation rapide. Dans la trajectoire la plus favorable, la structure se consolide. Le partage du renseignement devient plus fluide, les frictions politiques internes diminuent et la coordination des opérations gagne en cohérence. Les succès tactiques nourrissent une confiance accrue entre les 3 capitales, réduisant les contestations sur l'équilibre du commandement. Sur le plan diplomatique, un rééquilibrage prudent s'opère. Sans normalisation complète avec l'Occident, l'Alliance obtient une marge de manœuvre plus large grâce à une stabilité intérieure accrue. La dynamique enclenchée depuis janvier s'inscrit alors dans la durée. La trajectoire la plus sombre repose sur l'élargissement des fissures internes. Les désaccords logistiques et politiques s'accentuent, ralentissant la prise de décision. Les groupes armés exploitent ces failles pour regagner du terrain et tester la cohésion de la coalition. Les sanctions se durcissent, fragilisant davantage les économies locales, tandis que la dépendance envers certains partenaires extérieurs devient un facteur de vulnérabilité stratégique. Dans cette trajectoire, l'Alliance perd progressivement son avantage et entre dans un cycle d'usure. Une manière de lire la suite s'impose. La cohésion interne comptera davantage que la puissance militaire brute. La capacité à gérer les divergences déterminera plus que tout autre facteur l'issue des prochains mois. Au-delà des cartes et des communiqués, l'Alliance des États du Sahel touche des cercles humains qui concernent directement le spectateur, même à distance. 3 groupes, en particulier, voient leur horizon se transformer, parfois de manière contradictoire. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales concernées par les opérations, l'Alliance n'est pas une abstraction géopolitique. Elle se traduit par des signaux concrets. La possibilité de rouvrir un marché, de reprendre un trajet court sans escorte, ou de cultiver une parcelle laissée en friche. Ces gestes ordinaires redonnent une forme de dignité et de prévisibilité au quotidien.
Mais cette amélioration reste conditionnelle. Une rumeur d'incursion, un incident isolé, et la peur revient. La stabilité est ressentie comme provisoire, jamais acquise. Dans les capitales et les centres urbains, une génération connectée observe l'alliance avec ambivalence. Certains y voient une affirmation de souveraineté et une rupture assumée avec des cadres jugés inefficaces. D'autres redoutent l'isolement économique, la raréfaction des opportunités et l'impact à long terme des sanctions. Les débats sont vifs, souvent polarisés, et reflètent une question plus large. Quel prix accepter pour reprendre le contrôle de son destin collectif ? À l'étranger, les diasporas sahéliennes suivent ces évolutions avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elles perçoivent l'alliance comme un signal d'indépendance, mais s'interrogent sur ses conséquences concrètes pour les familles restées au pays. Les transferts financiers, les projets de retour ou d'investissement dépendent directement de la trajectoire sécuritaire et diplomatique en cours. Ce que ces groupes partagent, c'est un besoin de lisibilité. Comprendre si les gains actuels annoncent une stabilisation progressive ou une nouvelle phase d'incertitude conditionne leur choix individuel. L'alliance ne façonne pas seulement le terrain militaire. Elle influence des décisions de vie, souvent silencieuses, mais déterminantes. Pour que l'alliance des États du Sahel consolide ses acquis et évite une fragmentation interne, une feuille de route claire devient indispensable. Elle doit être simple, mesurable et applicable rapidement par les trois capitales, sous une impulsion politique assumée, notamment par Ibrahim Traoré et ses homologues. D'abord, formaliser la gouvernance du commandement. Les ministères de la Défense des trois pays peuvent instituer un conseil de commandement à rotation trimestrielle, chargé d'arbitrer les priorités opérationnelles et logistiques. L'objectif est de réduire les litiges internes et de limiter la perception d'un déséquilibre durable. Le critère de suivi serait le nombre de différends non résolus entre états-majors. Ensuite, clarifier les zones prioritaires. Le centre de commandement unifié doit définir 3 espaces opérationnels clés avec des règles d'engagement communes et explicites. Cette harmonisation permettrait de réduire les délais de décision et d'éviter les chevauchements inutiles. Le temps moyen d'intervention transfrontalière, maintenu sous 40 heures, servirait d'indicateur central, puis renforcer l'intégration du renseignement. Les unités spécialisées des 3 pays peuvent harmoniser leur format de données et alimenter une base partagée sécurisée. Le taux d'incidents interceptés avant action hostile offrirait une mesure concrète de l'efficacité du dispositif. Après cela, équilibrer les partenariats extérieurs. Les chefs d'État et les ministères des Affaires étrangères doivent négocier des aides techniques diversifiées afin d'éviter une dépendance excessive à un seul partenaire. Un seuil maximal, par exemple moins de 45% des équipements issus d'un même fournisseur, permettrait de limiter les vulnérabilités. Enfin, relier sécurité et économie locale. Les gouvernements locaux peuvent rouvrir des routes secondaires et sécuriser des corridors commerciaux. Le nombre de marchés réactivés dans les zones stabilisées deviendrait un indicateur lisible pour les populations. L'enjeu est clair, transformer la cohésion en réflexe quotidien. Sans cela, les gains actuels resteront fragiles et réversibles. Dans la région de la Yaga, là où une unité mixte avait rouvert un axe rural longtemps déserté, l'écho de cette première opération résonne encore. Ce lieu, évoqué au début du récit, rappelle que derrière chaque décision stratégique se trouvent des vies concrètes, des marchés qui renaissent, des voies qui recommencent à circuler. C'est ici que la promesse portée par Ibrahim Traoré et ses partenaires prend une dimension tangible, loin des discours diplomatiques. Mais cette normalité retrouvée reste fragile. Une route sécurisée peut se refermer, un village réactivé peut s'éteindre à nouveau. Si les tensions internes reprennent le dessus, le contraste est saisissant. L'Alliance a prouvé qu'elle pouvait gagner du temps et de l'espace, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait durer sans se fissurer. Ce rappel donne au récit sa gravité. La force militaire, seule,
ne suffit pas à protéger durablement. Ce sont les mécanismes de confiance, de partage et de gouvernance qui feront la différence lorsque la pression augmentera. Là se joue l'essentiel. Une alliance qui tient protège des vies. À travers l'alliance des États du Sahel, une idée plus large s'installe progressivement, celle d'une région qui tente de reprendre la main sur son propre destin dans un environnement international instable. Ce mouvement dépasse la seule logique militaire. Il interroge la manière dont des États fragilisés peuvent se coopérer sans se dissoudre, affirmer leur souveraineté sans créer de nouvelles dépendances, et protéger leur population sans sacrifier leurs perspectives économiques. Pour beaucoup, cette alliance incarne une tentative audacieuse, portée notamment par Ibrahim Traoré, de rompre avec des schémas jugés inefficaces. Pour d'autres, elle représente un pari risqué, exposé à des pressions diplomatiques, à des sanctions durables et à des fractures internes encore latentes. Ces lectures ne s'excluent pas, elles coexistent et reflètent la complexité du moment. Ce débat mérite d'être ouvert, nuancé et informé. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de comprendre les trajectoires possibles et leurs implications humaines, politiques et régionales. Observer, questionner et confronter les points de vue fait partie intégrante de cette dynamique.